Bonjour, je suis Ariane Coulondre, conservatrice au Centre Pompidou et commissaire de l'exposition Constantin Brancusi « L'art ne fait que commencer ». Cette exposition est un événement vraiment exceptionnel. Il n'y a eu qu'une seule exposition auparavant consacrée à ce grand sculpteur, l'un des artistes majeurs du XXe siècle. Cette exposition prend comme point de départ l'atelier de l'artiste, l'un des joyaux de la collection, que Brancusi a légué à sa mort à l'État français. Et nous entrons ici dans cet espace extrêmement blanc, rempli de clarté, pour évoquer cet atelier qui n'existe plus aujourd'hui, qui était situé dans l'impasse Ronsin, à Paris, dans le 15e arrondissement. Man Ray, son grand ami, le photographe américain, parlait d'un lieu extraordinaire. Il disait « Entrer chez Brancusi, c'est comme pénétrer dans un autre monde ». Le début de l'exposition parle de cette émotion très grande devant cet espace et met en avant les plâtres de l'artiste qui étaient très nombreux dans l'atelier, avec ces coqs monumentaux. Le coq, c'est un symbole que Brancusi a repris très souvent tout au long de sa carrière. C'est à la fois le symbole de sa région natale, l'Oltenie, en Roumanie, mais c'est aussi l'emblème de la France, son pays d'adoption, pays dans lequel il est arrivé à l'âge de 28 ans. Le coq est aussi le symbole du commencement, du lever du jour. Le chant du coq signale le début de quelque chose qui va naître. Et cette idée du commencement est omniprésente dans l'art de Brancusi. Venez avec moi, nous allons découvrir l'exposition. Je parlais de la lumière de l'atelier. La lumière est l'une des composantes également de la sculpture de Brancusi. Et vous avez ici l'une de ses œuvres les plus importantes, La Muse endormie, créée en 1910. Avec cette œuvre, Brancusi révolutionne l'art du portrait. Il choisit de séparer la tête du reste du buste, de la poser comme un objet délicatement sur la joue. La forme est simplifiée, les traits sont comme estompés et il y a une sorte de contraste entre cette forme si pure qui a un ovale quasiment parfait et la beauté du matériau qui est extrêmement réfléchissant. Brancusi travaillait ses bronzes, les polissait lui-même à la main, patiemment, pour obtenir cet effet miroir. Et donc, il y a un jeu sur cette forme close sur elle-même et par ce matériau miroir, son ouverture au reste de l'espace. Le visiteur se voit à l'intérieur de l'œuvre qui est constamment mouvante et changeante. La Muse endormie est aussi le point de départ pour notre exposition et en quelque sorte, c'est une manière de s'interroger sur les sources d'inspiration de Brancusi. Comment Brancusi est-il devenu Brancusi ? Il arrive à Paris en 1904 et dès 1907, il est repéré par Auguste Rodin, le grand maître de la sculpture en France, qui va le prendre dans son atelier. Brancusi reste quelques mois en 1907 chez Rodin et on voit ici l'admiration extraordinaire de l'élève Brancusi pour le maître Rodin, avec deux versions d'un même thème, le sommeil, qui donnera quelques années après La Muse endormie. Mais Brancusi choisit très vite de s'affranchir du modèle de Rodin. Il dira d'ailleurs « rien ne pousse à l'ombre des grands arbres » et il choisit de suivre sa propre voie. Il découvre à son arrivée à Paris de nouveaux modèles, des modèles préclassiques, archaïques, qu'il peut voir dans les musées, comme au musée du Louvre, au musée Guimet. Et c'est ainsi qu'il va inventer une nouvelle manière de sculpter. Le baiser, créé en 1907, l'année de son passage chez Rodin, marque cette volonté de rupture radicale, une révolution du geste. Brancusi va tailler directement la pierre en respectant la forme du bloc pour représenter ces deux personnages unis dans le matériau lui-même. Et cette image extrêmement simplifiée, stylisée, est une allégorie de l'amour, c'est-à-dire une image de deux êtres qui ne peuvent plus être séparés. À cette révolution du geste, le choix de tailler directement la pierre, s'ajoute la révolution de la forme par la stylisation, la simplification. L'idée n'est plus de représenter les apparences, mais l'essence des êtres. Cette rupture dans l'art de Brancusi se déroule en quelques années. Et c'est ça qui est absolument remarquable dans sa trajectoire et que l'on peut voir dans cette vitrine qui présente la série des têtes d'enfants.
En quelques années, après son arrivée à Paris, Brancusi va révolutionner la sculpture et on le voit ici à partir d'une tête d'enfant de 1906 qui est un travail de modelage. Brancusi à ses débuts est reconnu d'ailleurs pour ses talents de modeleur, pour ses talents de portraitiste, pour exprimer la sensibilité du visage de l'enfant, mais il se détache de cette manière de sculpter, choisit de tailler la pierre, de simplifier la forme et également il va fragmenter le corps en séparant la tête du reste du buste. Le visage de l'enfant devient une forme de plus en plus simplifiée, stylisée, à la limite de l'abstraction. Et on voit ce passage de la représentation au symbole avec le nouveau-né, dans lequel il n'y a plus que l'arête du nez et la bouche grande ouverte, qui apparaît comme le symbole non seulement de l'enfant, mais qui est aussi le symbole de la naissance et de la renaissance d'une nouvelle forme d'art. Dans l'exposition, nous déployons dans cette grande salle courbe qui reprend la forme de la muse endormie, du visage de la muse endormie, la vie de l'artiste, son extraordinaire carrière, à travers la riche documentation que nous avons la chance de conserver dans la collection. Et au terme de cette grande courbe qui évoque cette vie, nous arrivons à la question du devenir de l'atelier à la fin de la vie de Brancusi, puisque en 1957, à son décès, il choisit de léguer son atelier à l'État français, à charge pour celui-ci de le reconstituer au sein du Musée national d'art moderne. C'est la raison pour laquelle nous avons au sein de la collection cet ensemble de références qui est composé non seulement d'œuvres, mais aussi de tout ce que contenait l'atelier, les ébauches, le mobilier, tous les objets. Et ici, vous avez l'un des 4 espaces de cet atelier qui est reconstitué avec la dimension d'origine. Vous voyez les outils de Brancusi, sa forge, son établi. Et c'est pour nous une manière de rappeler que tout l'art de Brancusi part de là, c'est-à-dire d'un travail sur la matière, le bloc de pierre, le morceau de bois qui est sculpté de la main de l'artiste. Il y a un véritable engagement physique dans son travail qui va ensuite être comme effacé par le travail de polissage qui permet d'obtenir ces formes simplifiées et ces formes universelles. Alors nous sortons en quelque sorte de l'œuf, nous sortons de cet espace très contextualisé qui évoque l'homme pour présenter ces sculptures, les donner à voir dans toute leur simplicité et leur complexité. Et c'est le sujet d'ailleurs de cette première salle, la question de l'ambiguïté de la forme, parce que si la forme est simple, le sujet lui-même paraît parfois ambigu. Et c'est le cas de cette œuvre très célèbre, Princesse X, dans laquelle Brancusi souhaitait figurer l'archétype de la femme. Il a travaillé à partir d'un buste féminin qu'il a simplifié. Il a effacé tous les traits du visage. D'ailleurs, il disait qu'il était dommage de gâcher ce beau matériau qui brille comme de l'or pur en creusant des petits trous pour les yeux, les oreilles, le nez. Et donc, cette forme est totalement lisse. Le cou s'allonge, la poitrine devient une sphère. Et pour Brancusi, c'est l'image de la femme. Mais ce qui est fascinant, c'est que pour ses contemporains et pour de nombreux regardeurs jusqu'à aujourd'hui, cette œuvre est au contraire l'image de la virilité par excellence. Et au Salon des Indépendants en 1920, cette sculpture, Princesse X, est rejetée du salon avant le vernissage sur ordre du préfet de police. Elle est jugée obscène. Ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre, elle parle de l'ambiguïté et de la métamorphose des formes qui est propre à l'art de Brancusi. C'est aussi l'image du masculin et du féminin qui fusionnent à l'intérieur même d'une même forme, comme on pouvait déjà le voir dans son œuvre précédente, Le baiser. Brancusi s'est détaché des apparences, il cherche à aller au-delà du visible, à continuer à figurer des personnes et à réaliser un certain nombre de portraits. C'est le thème de cette salle qui réunit des ensembles majeurs de portraits, notamment des portraits féminins. Brancusi a beaucoup représenté ses amis, ses compagnes.
Et on peut voir des séries importantes comme Mademoiselle Pogany. Margit Pogany est une jeune femme hongroise qui vient à Paris se former à la peinture. Et Brancusi est insatisfait de son portrait. C'est uniquement au moment où elle repart en Hongrie qu'il va créer cette sculpture qui est un portrait recréé de mémoire, qui montre la forme extrêmement stylisée, une œuvre qui va susciter les moqueries de la critique américaine quand elle sera présentée à l'Armory Show en 1913, décrite comme un œuf dur posé sur un bloc de sucre. Vous avez le plâtre et le bronze qui est la première version, et puis la deuxième version qui date des années 20, la troisième version des années 30. Cette question de la reprise inlassable des mêmes thèmes est au cœur de l'exposition, et nous avons réuni dans cette salle intitulée L'Envol, la série des oiseaux. C'est un motif essentiel dans la carrière de Brancusi, un motif qu'il a abordé au tout début des années 10. Vous avez ici la première version de l'oiseau intitulé Maiastra. Maiastra, c'est un oiseau des contes folkloriques, un oiseau magique. Et vous le voyez ici, un peu ventru, avec un œil, un bec. Cette image de l'oiseau, Brancusi va la reprendre tout au long de sa carrière. Et vous avez ici déployé sur Paris l'ensemble de ces oiseaux qui montrent comment Brancusi a repris cette forme, l'a simplifiée, l'a amincie, l'a étirée verticalement pour aboutir à cette série qu'il intitule « Les oiseaux dans l'espace ». Ce qui intéresse Brancusi, ce n'est pas tant l'oiseau avec ses plumes et son bec, que le mouvement de l'oiseau, ce mouvement d'envol vers le ciel. Et c'est à la fois un tour de force technique, parce que vous voyez, les bases sont extrêmement fines, elles reposent sur des tiges qui sont minimes. Donc il y a vraiment un enjeu d'équilibre extraordinaire pour arriver à faire tenir une forme aussi haute sur une base la plus réduite possible. Mais c'est aussi une œuvre qui a une grande puissance spirituelle. C'est une œuvre qui évoque chez Brancusi cette volonté de s'affranchir de la condition terrestre, de partir vers le ciel, et qui fait écho à la spiritualité très profonde de l'artiste. Vous avez vu dans l'exposition déjà à quel point les socles étaient importants pour Brancusi. Brancusi a totalement repensé le rapport de la sculpture au socle. C'est l'une des révolutions qu'apporte Brancusi à la sculpture, cette manière de penser la présentation de son travail. Et vous avez par exemple ici une œuvre qui s'intitule La sorcière, à la fois le plâtre de l'atelier et puis la version initiale en bois. Brancusi, quand il vendait une sculpture, en faisait un tirage en plâtre pour l'atelier. C'est la raison pour laquelle il y a tant de plâtre dans son atelier, comme une sorte de fantôme de sa création. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment Brancusi joue sur le socle, parce que cette œuvre en bois a en fait deux titres. La sorcière, pour la partie supérieure, vous voyez, avec son chapeau pointu, et la partie inférieure qui s'intitule Chien de garde et qui, à l'origine, est une sculpture indépendante, mais que Brancusi utilise ici comme un socle. Il y a en fait une continuité, il n'y a pas d'hiérarchie pour Brancusi entre le socle et la sculpture. Un socle peut devenir sculpture, une sculpture peut redevenir socle. Il y a véritablement une conception extrêmement élargie de ce qu'est la sculpture elle-même. Brancusi est connu, bien sûr, pour sa sculpture, mais il ne faut pas oublier qu'il a fait également des photographies et des films. Il a abondamment photographié ses propres œuvres. Il s'est aussi mis en scène dans des autoportraits. Il était très réticent d'ailleurs à ce que d'autres que lui prennent des photos de ses œuvres, parce que, disait-il, plutôt que de parler de sa sculpture, il valait mieux montrer des photographies. La photographie montre le regard de Brancusi sur ses œuvres. Elle montre ses sculptures dans la pénombre, avec des jeux d'ombre, au contraire des éclats de lumière. Elle montre l'œuvre en mouvement. Et c'est cette conception dynamique que l'on voit également dans la salle sombre et circulaire qui est ici, avec une œuvre unique, Leda, que nous pouvons voir comme l'artiste la présentait dans son atelier. Alors, il faut s'asseoir sur la banquette de cette salle pour pouvoir contempler cette œuvre
la Leda en bronze, posée sur un roulement à billes, et que l'artiste active, anime à l'aide d'un moteur de gramophone qui permet de faire tourner tout doucement l'œuvre sur elle-même. On voit qu'elle est toujours changeante, elle est réinventée par ce mouvement, et c'est le sujet même de la sculpture, Leda, puisque pour Brancusi, Leda, c'est l'image de la femme changée en cygne. C'est donc cette forme en devenir, en train de se transformer, et le mouvement de l'œuvre qui doucement tourne sur elle-même renforce cette impression de métamorphose. Des séries importantes dans cette grande salle, les coqs, les phoques, les poissons, qui mettent en avant la récurrence des thématiques liées aux animaux. Brancusi était d'origine paysanne, il avait un lien très fort à la nature, et ces animaux se retrouvent de manière récurrente dans son travail, mais toujours simplifiés, stylisés pour aller à l'essence de ces êtres. Et nous entrons dans la dernière salle qui s'intitule « Le socle du ciel » et qui présente le rapport de l'art de Brancusi à la monumentalité. Brancusi, tout au long de sa vie, a cherché à créer des œuvres monumentales qui se déploient dans l'espace. Et Brancusi, par la répétition verticale du même module, a créé ces sculptures. Le socle devient sculpture et même architecture, avec cette idée que l'œuvre peut véritablement devenir infinie par son ascension verticale. Elle pourrait potentiellement traverser le plafond et monter jusqu'au ciel. Et cette œuvre, il l'a déclinée de manière monumentale en Roumanie. C'est le seul ensemble monumental qu'il ait réalisé. Et c'est à Târgu, dans les années 30, qu'il a créé une colonne sans fin qui culmine à plus de 30 mètres de haut, qu'il a filmée, qu'il a photographiée inlassablement. C'est une œuvre infinie qui est aussi l'image de l'art de Brancusi, de son processus créatif, un art qui est basé sur la répétition, la reprise, le recommencement inlassable des mêmes motifs, des mêmes formes, toujours recommencés. Cette exposition s'achève ici, elle dure jusqu'au 1er juillet et je serai très heureuse de vous y retrouver prochainement.